Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Comme vous pouvez le voir, nous avons décoré notre studio pour rendre hommage à Raphaël, dit Rafi. Et j'ai le grand honneur de recevoir sa maman Maëlys. Bonjour Maëlys. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous pour parler de votre fils. Donc, pour les personnes qui ne le connaissaient pas, ce que je doute, parce que je pense que Rafi était connu par beaucoup de monde, Rafi a rejoint les Étoiles le 5 octobre 2023. Il avait 16 ans et il a mené un très long combat contre son sarcome. Nous allons en parler un petit peu plus tard. Notre émission aujourd'hui, c'est pour lui rendre hommage dans un premier temps et pour aussi recueillir le témoignage courageux de sa maman Maëlys, qui va nous expliquer quel est son quotidien et essayer de comprendre comment on peut survivre à la mort de son enfant. Donc c'est une émission, oui, compliquée à faire, mais je voudrais encore saluer l'honneur de cette maman qui est venue témoigner, qui est venue nous parler. Et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, Maëlys. Merci à vous. Alors, il devait avoir votre mari Frédéric, mais malheureusement, il travaille. Mais je sais qu'il est avec nous par la pensée. Donc, Maëlys, vous êtes la maman de 3 enfants, donc Laetitia et Nicolas qui ont 26 ans, et de notre cher Rafi qui a rejoint les Étoiles. Donc vous avez travaillé, vous, pour le conseil départemental depuis 2014, mais vous avez dû prendre plusieurs congés de présence parentale pour vous occuper de votre fils. Et actuellement, vous êtes en congé longue durée par rapport à une maladie qu'on vous a découvert aussi, à vous aussi. Et ce qui est très fort aussi, on peut en parler, c'est qu'en fait, vous vous êtes retrouvés, Raphaël et vous, à faire de la chimio à la même période. Exactement, oui. Et c'est ce qui vous a aidé à accepter également votre perte de cheveux et vous vous êtes beaucoup soutenu dans ce combat. Donc, vous avez, durant on va dire, tout son parcours de vie, Rafi a été très entouré, et ça, on peut le dire, parce que c'est vrai que le sarcome, c'est une maladie lourde. Pour faire une petite parenthèse médicale, ce sont des tumeurs malignes, en fait, qui se développent à partir des tissus. De soutien de l'organisme, tels que les tissus mous, donc ça peut être les muscles, les tissus adipeux, le cartilage, les vaisseaux sanguins ou lymphatiques, les nerfs, les os. Et il y a plusieurs types de sarcome en fait, et qui dépend du type de cellules. Donc c'est un combat très lourd, avec des chimiothérapies, avec des rémissions, avec des rechutes, etc. Et c'est vrai que Rafi a eu un parcours échelonné de beaucoup de présence à l'hôpital. Et ce qu'on peut voir, parce que c'est vrai que vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui ont suivi son histoire, c'est que n'importe quel endroit où il arrivait, il était reconnu, aimé, apprécié, entouré, que ce soit à l'hôpital, que ce soit pendant ses soins. Donc il avait ses infirmières, le rire médecin venait lui rendre visite aussi. Et c'est vrai qu'on le voyait toujours avec le sourire, quels que soient les événements qui lui étaient arrivés dans la journée, dans les semaines à venir. Et je pense qu'il était très bien entouré, et par sa famille, et par toutes les personnes qui lui prodiguaient des soins. Et surtout, par son idole, qui était Amir, qui est toujours Amir, et qui l'a vraiment soutenu, porté, aimé, on peut dire aussi, parce que il a appelé quelques jours avant son décès et a laissé même des messages audio pour qu'il les écoute. Et c'est vrai que je pense que Rafi avait cette niaque, on va dire, parce que non seulement il était entouré, et parce que son idole le soutenait aussi, donc c'était vraiment très important pour lui. Et on remercie Amir de son grand cœur, parce que c'est un homme au grand cœur et un chanteur au grand cœur, et je pense qu'il aime votre fils profondément pour toutes les affections et les marques d'affection qui lui a porté tout au long et jusqu'à la fin d'ailleurs de sa vie.
Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc on peut voir Rafi sur ses photos, on peut voir son doudou, oui. Et on peut voir Jean-Marc aussi qui a été son compagnon de route pendant très longtemps. Son rêve aussi, c'était de rencontrer Jeff Panaclock. Il aurait dû le rencontrer au mois de mai, mais il était à l'hôpital pour l'exérèse d'une métastase. Et on devait monter à Paris le 7 octobre pour rencontrer Jeff Panaclock et voir sa pièce. Et malheureusement, il est parti 2 jours plus tôt. Donc, je n'ai pas pu réaliser son rêve. Mais voilà, j'espère quand même le réaliser à travers, puisque là, Jeff Panaclock fait une tournée des cinémas, puisqu'il vient de sortir un film. Et donc, j'espère pouvoir venir en avant-première et le rencontrer pour lui. Continuer à réaliser ses rêves. J'espère aussi. Maëlys, nous savons que perdre un enfant, c'est se sentir amputé d'une partie de soi-même, et c'est vraiment les mots pour avoir reçu beaucoup d'associations et de parents. Donc même si vous n'avez rien pu faire pour éviter la maladie, il y a beaucoup de parents qui se sentent coupables de se dire, voilà, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas fait leur rôle jusqu'au bout, ou encore plusieurs se remettre en question sur le temps passé à travers les différentes étapes de la maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En ce qui me concerne, je me sens coupable puisque le sarcome vient directement de la maladie génétique que je lui ai transmise, la neurofibromatose. Donc voilà, j'ai le sens, et que moi, on va dire que je vais bien. Donc j'ai le sentiment d'avoir quelque part tué mon fils, puisque je lui ai transmis cette maladie qui malheureusement pour lui a déclenché donc le sarcome. Donc c'est un peu compliqué à vivre. Donc vous savez que c'est un coup de chance, ça aurait pu très bien... oui, une grossesse sur 2. C'est vrai que c'est... Mais je peux comprendre que... Voilà, qu'il y ait de la culpabilité. Alors vous, c'est une culpabilité médicale, mais c'est vrai que plusieurs parents rapportent aussi... Voilà, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait. Alors, on le disait avant l'émission, je pense que vous avez fait tout ce qu'il fallait et qu'il a été entouré jusqu'au bout. J'aimerais que vous nous disiez, Maëlys, à quel moment vous avez, entre guillemets, lâché, perdu espoir au cours de ce long combat. On n'a jamais perdu espoir. Même la veille de son décès, on y croyait toujours. On espérait un miracle. Les médecins nous avaient dit que ses pronostics vitaux étaient engagés, que c'était une question de temps. Mais on croyait toujours au miracle. D'autant plus que Raphaël déjà a failli partir début mai lors de son intervention chirurgicale, puisque la chirurgienne nous avait convoqués nous disant que voilà, on lui avait pas dit au revoir, qu'est-ce qu'on faisait, parce que il pouvait partir sur la table d'opération. Elle voulait le réveiller, tout arrêter. Nous, on a décidé de tout tenter. L'opération a finalement réussi. Et un mois après, il a fait un syndrome d'activation macrophagique. Pareil, on a été convoqué par l'oncologue pour nous dire qu'est-ce qu'on fait s'il perd connaissance, puisqu'il avait 6 de tension et 40 de fièvre. Et ça en est sorti. Donc, on espérait toujours un miracle. Et Raphaël s'est battu tellement que malgré tout, on espérait toujours un miracle. Donc même la veille de son décès, on espérait toujours. D'autant plus que le mardi, à l'hôpital, il y avait une longue discussion avec son papa. Son père était revenu à la maison. Il était content parce qu'il avait eu une belle discussion avec Raphaël. Donc, on y a cru jusqu'au bout, en fait. Qu'est-ce qu'il lui avait dit ? Je sais qu'il lui a dit fais une caresse à Auria. Donc, Auria, c'est sa chienne. Ça faisait 3 semaines qu'il a rejeté. En fait, ils étaient très, très fusionnels, tous les deux. Et les derniers temps, il rejetait sa chienne. Et avant de partir, il a dit surtout fais une caresse à Auria. Et après, ils ont parlé de tout et de rien, mais il était bien, quoi. Mon mari est rentré content. Bon, après, Raphaël avait demandé à ce qu'on ne parle plus de la maladie dans sa chambre,
qu'on aille dans le couloir, qu'après on lui dise ce qu'il en était. Mais voilà, il avait demandé à ce qu'on ne parle plus de la maladie quand on était dans la chambre. Comment s'est passé, alors on revient bien en arrière, du moment de l'annonce de sa maladie et tout ce parcours en fait à la maison, à l'hôpital, comment vous avez vécu tout ça? Comment lui vivait tout ça? En fait, avant le sarcome, déjà à l'âge de 6 ans, il a eu 18 mois de chimio puisqu'il avait une tumeur au cerveau qui était bénigne. Et donc c'est à l'âge de 12 ans, donc on a découvert ce sarcome puisque il avait des charges électriques dans le bras. Donc il a été opéré à 4 mains, donc c'était au mois de juin 2019. Et moi à l'époque, j'avoue, j'ai pas saisi la gravité sarcome, je savais pas ce que c'était. Mon mari s'était renseigné évidemment sur Internet et avait vu que c'était 5 ans d'espérance de vie. Mais bon, quand on est parent, on fait abstraction, on essaye de pas y penser. Et suite à l'opération, il a eu la radiothérapie, après il a eu la chimio orale d'entretien, puis tout se passait bien, continuait à grandir normalement. Et en 2019, il a récidivé une première fois. Donc c'était en même temps que mon cancer. Et donc c'est après, voilà, deuxième récidive en début d'année. Et à ce moment-là, donc il était scolarisé en IME. Mais donc de par la fatigabilité, il y allait pratiquement jamais, ou 2 après-midi ou 2 matins par semaine. Donc il était vraiment en fait H24 avec moi. Vraiment, oui, il était tout le temps avec moi. Comment se passait son quotidien? Qu'est-ce qu'il disait sur sa maladie, lui? Il en parlait pas trop. C'est vrai que il en a, enfin souvent il disait qu'il en avait marre de se battre. Ça, je l'entends, comme il a dit souvent à Amir, j'en ai marre de me battre. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il nous le disait pas à nous, mais il nous le disait à nos amis, à nous. Parce que bon, Raphaël n'avait pas forcément des copains de son âge, du fait de ses retards dans les apprentissages. Bon, il avait 16 ans, mais il n'avait pas tout à fait, mentalement, il n'avait pas 16 ans. Donc il n'avait pas de copains de son âge. Ses copains, c'était nos amis. Et souvent, voilà, en fait, c'est à nos amis où il envoyait des messages où il disait qu'il voulait lâcher, qu'il en avait marre de la maladie, qu'il en avait marre de se battre. La semaine précédente, quand on est arrivé aux urgences, une semaine justement avant son décès, où il a fait une vidéo avec Amir, il lui a dit je vais lâcher prise. Amir a continué à lui dire non, réfléchis, tu t'es toujours battu comme ça. Enfin, voilà, en fait, il allait chercher des ressources chez nos amis. Mais très longtemps, enfin, j'entendais souvent dire qu'il voulait lâcher, qu'il en avait marre de l'hôpital, de la maladie. Il était en colère contre la maladie. Bien sûr. Et vous, en tant que maman, et même votre mari, en tant que papa, comment vous avez vécu toutes ces années? C'était compliqué. Alors on essayait de lui réaliser ses rêves pour oublier la maladie, et on voyait que le fait de réaliser ses rêves, ça le portait en avant, et il se battait encore plus. On lui donnait des objectifs, et voilà, c'est vraiment la réalisation de ses rêves par les associations qui l'ont aidé vraiment à se battre et à continuer toujours et encore. Alors, il avait, je l'ai dit tout à l'heure, régulièrement la visite du Rire Médecin, oui, que nous connaissons bien, cette belle association. Et je sais, pour l'avoir vu dans des vidéos, ça le faisait rire, ça le faisait... Un petit clin d'œil, parce que Raphaël a un ami, Mathieu, qui est de l'association des pêcheurs du cœur, qui est un monsieur baraqué, grand, immense, et il a peur des clowns. Et le mercredi matin, donc la veille de son décès, Mathieu vient le voir dans sa chambre. Et le mercredi, c'est le jour des clowns. Et Raphaël voulait absolument que les clowns viennent dans sa chambre. Et là, malheureusement, on venait de le sédater.
lui mettre l'hypnovelle pour le relaxer. Donc il était un peu pas bien. Enfin, il commençait déjà à lutter pour pas s'endormir. Et les clowns arrivent. Et donc Raphaël leur dit, lui là, le monsieur, il a peur des clowns. Donc il y a eu tout un sketch autour. Raphaël, on voyait, il luttait pour pas s'endormir parce qu'il lutte. Et quand les clowns sont partis, il a regardé mon copain, il a dit, t'as eu peur, hein. et après il s'est endormi. Mais voilà, enfin, pour tout ça pour dire que jusqu'au bout, il a été taquin. Ouais. Il voulait faire la blague à son copain et il a réussi parce que c'est Raphaël. C'était un beau petit jeune homme et un beau petit garçon qui a une belle vie en fait. Oui, je pense qu'il a eu une belle vie. Elle était courte, mais il a une belle vie. Voilà, très entouré, on le répète, les associations. Très aussi, important, les associations. Qui œuvrent à l'hôpital La Timone pour accompagner tous ces enfants, qui leur donnent du baume au cœur. Et surtout par vous, ses parents et sa famille qui ne l'avaient jamais lâché. Jamais. Surtout vous qui êtes resté avec lui tout le temps. Et je pense qu'en fait, il a eu une belle vie. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux auditeurs sur, on a parlé de l'avant, sur l'après maintenant. Comment vous vivez ? Mais c'est vrai que moi je vais régulièrement le voir au cimetière, même si on dit qu'ils ne sont pas là, mais j'ai quand même besoin d'aller le voir. J'ai son petit coin à la maison où j'allume sa bougie. Et avec son papa, on faisait beaucoup de sport avant. On faisait de la course à pied notamment. On s'entraînait 4 fois par semaine en club. Et au mois de janvier, en fait, quand on a appris que son pronostic vital était engagé à très court terme, on avait tout arrêté pour être avec lui constamment et pas perdre une seule seconde. Et donc là, on a décidé de se remettre à la course à pied et au sport en général. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai envie de me dépasser physiquement pour lui. J'avais déjà fait un semi-marathon après mon cancer. Et là, j'ai vraiment envie de refaire un semi pour lui, voire même un marathon. J'ai une amie d'un enfant malade aussi, Camille, qui me dit qu'il faudrait qu'on fasse Pékin Express toutes les deux. Voilà, en fait, j'ai envie de faire quelque chose pour lui, de me dépasser physiquement, de faire quelque chose de fou pour lui montrer que moi aussi je suis forte, parce que voilà, on lui a promis qu'on serait fort comme lui l'a été, et qu'il fallait pas qu'on baisse les bras, qu'on continue à vivre pour lui et qu'on lui montre qu'on est fort, comme lui l'a été. Voilà, mais c'est vrai qu'au quotidien, voilà, c'est le manque est horrible, quoi. Mais vous avez des ressources parce que vous avez décidé de vous surpasser. Oui. Comment ça se passe avec vos autres enfants ? Ça se passe bien. Alors il y a que son frère qui est à la maison. Sa sœur après son indépendance. Sa sœur souffre énormément, mais c'était sa deuxième maman. Ils avaient 10 ans quand il est né. Et puis sa sœur aussi est malade. D'ailleurs, elle se fait opérer le 20 décembre à Paris aussi d'une tumeur. On a cru longtemps aussi que c'était cancéreux. A priori, ça ne l'est pas. Mais voilà, eux aussi sont dans la souffrance. C'était leur petit frère. Voilà, donc c'est compliqué pour eux aussi d'avancer sans lui. Quels sont vos projets, donc, à part quand même le marathon, la course ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Moi, du coup, j'ai envie de m'investir dans le milieu associatif. Je ne sais, créer mon association, je pense pas, parce qu'il y a tellement d'associations déjà qui existent. Aller rejoindre une association existante. Je pense, j'ai vraiment envie de travailler dans l'associatif, peut-être aider les parents qui, comme moi, comme nous, ont perdu des enfants. Mais voilà, j'ai besoin de m'investir dans des associations. Ouais. C'est pour ça que c'était important que vous veniez aujourd'hui, pour pouvoir déjà parler de lui, parler de votre futur aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui ? Qui me manque chaque jour qui passe, que je suis fière d'avoir été sa maman, qu'il m'ait choisi d'avoir été sa maman. Et je pense sincèrement que... Excusez-moi. Amir a dit, lors de notre première rencontre, Amir lui a dit que Raphaël voulait dire l'ange de la guérison. Dieu guérit.
moi, enfin, avant d'être maman de Raphaël, parce que pour les grands, j'ai pas ressenti ça, mais j'ai vraiment l'impression que Raphaël m'a fait grandir, en fait. Parce que j'étais quelqu'un d'introverti, de timide, qui n'osait rien, qui restait dans mon coin. Et avec la maladie, forcément, j'ai dû dépasser mes limites, j'ai dû sortir de ma coquille, j'ai dû me battre. Et Raphaël nous a fait rencontrer des gens exceptionnels, des associations exceptionnelles. Comme a dit mon mari aussi, il nous a donné foi à l'humanité. Sachant qu'il y avait des associations qui bénévolement donnaient de leur temps pour tout le monde, quoi. Grâce à lui, voilà, on a rencontré, nous, des deuxièmes familles. Et de là où il continue à semer de l'amour, je m'en rends compte au quotidien, quoi. C'est impressionnant. Mais oui, je suis sûre que sa mission, c'était ça, quoi. Semer de l'amour partout où il passait. Et ouais, je suis fière d'avoir été sa maman. Merci beaucoup, Maëlys. Merci à vous. Je suis très émue aussi. Je voudrais terminer en lui rendant hommage, parce qu'à la fin de l'émission, nous allons écouter un morceau d'Amir. Pouvez-nous dire quel est le morceau? On verra bien. C'était une de ses chansons préférées. Je remercie Amir aussi pour sa bienveillance envers lui. Je vous remercie, Maëlys, d'avoir eu le courage de témoigner, et je suis très touchée par votre témoignage, et je suis tellement heureuse qu'on ait pu lui rendre hommage aujourd'hui dans notre émission Le Journal d'une maman sur Radio JM, et Rafi à jamais dans nos cœurs. Merci. Merci. J'aimerais ton avis, dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie. On peut tout entendre, on peut tout subir, on est fait ainsi. Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir. Ça doit être le ciel qui nous fait un signe. Si l'on rit, parfois jusqu'aux larmes, c'est que bien souvent le bien se trouve dans le mal. Si on hésite, c'est qu'on a le choix. Je suis certain qu'on est sûr de rien. On verra bien, on verra le bien, le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Tu sais, le cœur est magique. Il recoue ses blessures au fil doré. Cherche la lueur et insiste. T'es encore plus beau rafistolé. T'as l'impression qu'il t'affronte. Rassure-toi, ses plans sont parfaits. Je vois la vie comme un conte où jamais le méchant peut triompher. C'est qu'un mauvais quart d'heure, au pire un quart d'année, ou un quart de vie, peu importe, c'est bientôt terminé. La lumière est là, ferme les yeux pour mieux la voir. On verra bien, on verra le bien, le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. On verra bien, on verra le bien, le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Bien dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient.